Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Khalil Bey. Bonjour à tous et toutes. Pour ce nouvel épisode de la 5e République, mode d'emploi, notre invité est François Hollande, ancien président de la République. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, nous parlerons de la fonction présidentielle sous la 5e République. Mais avant, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Le 6 mai 2012, il est 20h, vous êtes élu président de la République. À ce moment précis, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis d'abord que les Français vont avoir l'information. Moi, je l'ai déjà, l'information. Et que ça change tout. Dès lors qu'aux 20h des journaux va être annoncée cette élection, montrer mon visage, je passe du statut de candidat à celui de président. Et le bonheur, même s'il est intense, d'être celui qui va représenter la France pendant 5 ans, vient rapidement la charge qui déjà pèse, puisque dans les secondes qui vont venir, je recevrai des appels du monde entier, d'Obama ou de Mme Merkel, et que je sens qu'il y a une attente et une espérance, et c'est toujours une responsabilité que d'être à la hauteur de ce que beaucoup imaginent d'être président. Voilà. Au niveau du mode d'élection du président de la République, depuis 1962, le chef de l'État en France est élu au suffrage universel direct. C'est une initiative du général de Gaulle. Certains considèrent que cette proposition a hyper présidentialisé la fonction présidentielle. Partagez-vous cet avis ? Ah oui, c'est un changement majeur. Le président de la République, jusqu'en 1962, date à laquelle il va être procédé à une élection au suffrage universel, et elle va avoir lieu 3 ans plus tard, en 1965. Ouais. Donc, dans la première phase du mandat du général de Gaulle, c'était un chef de l'État qui avait été élu par un collège d'à peu près 100 000 personnes, des élus locaux, des parlementaires, et il n'avait pas une investiture telle qu'il pouvait prendre des décisions majeures pour le pays, même si le général de Gaulle en avait prise, notamment par rapport à la question de l'Algérie. Donc, lorsque le président de la République va être élu au suffrage universel, là, il devient l'homme de la nation et celui qui va donner une orientation à nos institutions qui étaient jusqu'à présent plutôt parlementaires. Même si le général de Gaulle, qui n'avait pas pu être élu au suffrage universel en 1958, avait procédé par des référendums, finalement, à une forme d'investiture par le peuple. Mais à partir donc de 1965, et le quinquennat va encore accentuer cette orientation, eh bien c'est le chef de l'État qui se trouve être le principal chef de l'exécutif, et même si on y regarde de près, le chef de la majorité, voire le chef d'un parti. Donc il faut garder ce processus, il ne faut jamais revenir... Je pense qu'il y a des corrections à apporter sûrement, peut-être des changements profond même à imaginer, mais demander aux Français de renoncer à élire par leur suffrage le président de la République, je crois qu'aucun référendum ne pourra être obtenu pour les convaincre d'y renoncer. Parlant du quinquennat, c'est une nouveauté depuis 2000. Durant la campagne présidentielle, on a entendu Emmanuel Macron qui souhaitait peut-être revenir au septennat. C'est une bonne idée pour remettre le président au-dessus des partis, comme le veut la 5e République. Non, je pense que le quinquennat, lui aussi, correspondait à une aspiration du pays, c'est-à-dire de pouvoir plus souvent renouveler ses dirigeants, en tout cas d'en avoir la possibilité. Sans doute que 5 ans, c'est court. Je peux en parler d'expérience. 6 ans serait mieux. Mais 7 ans, c'était souvent regardé comme interminable. Mais ce que moi, je préconise, c'est que si on doit garder 5 ans ou même porter à 6 ans le mandat présidentiel, il faut sans doute raccourcir le mandat des députés qui sont élus pour 5 ans, qui pourraient l'être pour 4 ans, de manière à ce que le peuple français puisse plus souvent s'exprimer et donner une impulsion nouvelle au pays. Certains considèrent que le président de la République, sous la 5e, dispose de trop de pouvoir.
Non, moi je ne dirais pas ça. Je pense que c'est le Parlement qui ne dispose pas d'assez de pouvoir, ou plus exactement, qu'il ne parvient pas à les utiliser. Et la raison en est la suivante, c'est que nous sommes dans un régime hybride. Il est présidentiel au sens où le chef de l'État est élu au suffrage universel, comme aux États-Unis, mais il est parlementaire au sens où le Premier ministre existe. Et qu'il, certes, est désigné par le président, mais il doit avoir la confiance d'une majorité. Et on sait bien que ce n'est pas automatique, surtout quand nous sommes dans une situation de majorité relative. Et c'est précisément parce qu'il y a une dualité dans l'exécutif qu'il y a une incompréhension de ce qu'est véritablement l'action présidentielle. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a un Parlement qui ne parvient pas à avoir toutes les attributions qui relèvent généralement de ce qu'est le Congrès aux États-Unis ou la Chambre des communes ou du Bundestag en Europe, qu'il y a ce malaise. Et pour y parvenir, moi je suis favorable à un vrai régime présidentiel, c'est-à-dire où le président aurait ses attributions, ses compétences, mais où le Parlement pourrait voter la loi sans contrainte. C'est-à-dire voter le budget sans qu'on lui impose je ne sais quelle procédure contraignante, ou voter un texte sans avoir recours à des dispositions comme le 49.3. Mais certains considèrent que ce n'est pas dans l'identité française de recourir au régime présidentiel. Surtout que je crois que c'est en 92 que la France a eu pour la première fois le régime présidentiel, et c'est mal fini. Voilà, il y a le souvenir de la période de 1852, lorsque le président de la République, à l'époque Louis-Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État et procède en 1851 puis en 1852 à l'Empire. Donc je crois que là, ce souvenir-là pèse tellement qu'on ne veut pas d'un régime présidentiel. Et résultat, on ne veut pas revenir au régime parlementaire tel qu'il existait sous la 4e République, c'est-à-dire où le président n'avait aucun pouvoir et où on était dans un régime d'assemblée avec une très grande instabilité, ce qu'on appelait le régime des partis. Mais on ne veut pas non plus aller vers le régime présidentiel. Alors même qu'il pourrait donner beaucoup plus de pouvoir au Parlement. Résultat, on reste dans cette situation d'hybridation, c'est-à-dire un régime qui est à la fois parlementaire, mais pas suffisamment, et aussi présidentiel, et peut-être trop. De manière plus simple, dans ce régime à mi-chemin, ce régime semi-présidentiel ou parlementaire rationalisé, comme disent certains, oui. Quelles sont les principales missions du président de la République? On a souvent plein de confusions. Ce que lui confère la Constitution, c'est de régler par son arbitrage les grandes orientations du pays. C'est sa première mission, définir l'avenir, donner une perspective, ouvrir, et c'est pour ça que le septennat était une des conditions pour y parvenir, sûrement, et que le quinquennat réduit le champ de vision. Mais la première mission du président de la République, c'est d'éclairer l'avenir. La seconde mission, c'est de veiller à la cohésion de la nation, et donc de faire en sorte qu'il puisse y avoir un bon fonctionnement des pouvoirs publics, le Parlement, les collectivités locales, la justice, de manière à ce que le pays puisse être fier de ses institutions et capable de prendre des décisions dans ce cadre-là. Et puis, il y a une troisième mission, qui est une mission internationale, puisque le président de la République siège au Conseil européen, au nom de la France, et participe à toutes les grandes négociations du monde, aussi bien comme je l'ai fait pour le climat que pour des questions qui peuvent impliquer la paix ou la guerre, on l'a vu en Ukraine, ou avoir une présence au Conseil de sécurité comme membre permanent. Donc, c'est vrai qu'il y a un rôle international et européen du président qui est beaucoup plus important que ce qu'on avait au début de la Ve République imaginé, même si le général de Gaulle avait lui aussi donné une impulsion particulièrement forte à la politique extérieure. Et donc, c'est un président qui agit et sur le plan international et sur le plan intérieur et qui délègue d'une certaine façon au Premier ministre qui, dans la Constitution, détermine et conduit la politique de la nation. Ouais.
Est-ce si vrai aujourd'hui? Non, on voit bien qu'il y a eu une confusion, que les pouvoirs du Premier ministre ont été absorbés par le président, compte tenu de l'élection du président de la République au suffrage universel et de la verticalité que la Constitution a introduit dans les rapports au sein de l'exécutif. Et donc, demain, s'il y avait un régime présidentiel, il ne s'agirait pas de réduire les prérogatives du président, mais il y aurait une nécessité de prendre en compte davantage qu'aujourd'hui ce que souhaite l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire le Parlement. Donc vous appelez à une suppression du poste du Premier ministre? Oui, clairement. je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas vrai au temps du général de Gaulle dans la première partie de son action, puisque dans ce premier septennat, les premiers ministres vraiment conduisaient la politique de la nation. C'était moins vrai déjà ensuite avec Giscard d'Estaing. Avec Georges Pompidou, il y avait eu un conflit entre le président et le Premier ministre, à l'époque Chaban-Delmas. Donc c'est vrai que la dualité dans l'exécutif soit aboutit à une soumission du Premier ministre, soit, et c'est arrivé, à un conflit entre le Premier ministre et le président. 3 premiers ministres se sont succédés à Matignon sous votre quinquennat. Ouais. Comment étaient vos rapports? Moi, j'avais de bons rapports avec les premiers ministres. Et si je les ai changés, c'est pas parce que j'étais en conflit avec eux, c'est qu'il fallait donner un temps nouveau pour l'action réformatrice. Et puis que pour le dernier Premier ministre, Bernard Cazeneuve, il a remplacé Manuel Valls parce qu'il était candidat, donc il ne pouvait pas à la fonction présidentielle par des primaires, et il ne pouvait pas rester plus longtemps à Matignon. C'est quand même un peu bizarre, mais dans la Constitution, aucun critère n'est prévu pour nommer un Premier ministre. Donc, quels étaient vos critères pour choisir Parce que la Constitution, précisément, est hybride. Ouais. C'est le président qui propose un Premier ministre, mais c'est l'Assemblée nationale qui l'investit ou qui le censure. Donc, si le président a une prérogative, c'est de nommer le Premier ministre, cette prérogative est limitée par ce que souhaite ou ne souhaite pas l'Assemblée nationale. Ce qui explique qu'en période de cohabitation, on en a connu plusieurs, 3 cohabitations, c'est vrai que c'est le président qui a choisi le Premier ministre qui n'appartenait pourtant pas à sa famille politique, mais il l'a choisi parce qu'il savait que le nom qu'il allait proposer serait accepté par l'Assemblée nationale. Et s'il avait pris un autre nom, il était clair qu'il n'y aurait pas eu d'investiture du Premier ministre à ce moment-là, où il y aurait eu une censure. Dans les relations avec le Parlement, le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que durant votre quinquennat, avec l'épisode des frondeurs, vous avez songé une fois? Oui, c'est vrai que quand il y a eu le dépôt d'une motion de censure signée par une partie de ma propre majorité, une petite partie, les frondeurs, si cette motion de censure avait été votée, j'aurais dissous l'Assemblée nationale. Très bien. Sur le plan international, d'abord, on reste au niveau national, vous êtes également chef suprême des armées, quand on est président de la République. Il a donc la possibilité d'ordonner le déploiement de l'armée à l'extérieur avec ce qu'on appelle les OPEX. Comment ça se passe concrètement? Alors, vous avez raison de rappeler que le chef de l'État est le chef des armées. Même si le Premier ministre a la responsabilité de la politique de défense. Vous voyez toujours l'ambiguïté qui existe dans notre Constitution. Mais c'est le président de la République qui peut décider, effectivement, lorsque il y a une urgence qui pourrait compromettre nos intérêts, d'engager une opération militaire extérieure. Il en décide, mais au bout de quelques semaines, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, qui doit décider de la prolongation ou pas de cette opération. Donc le président a l'initiative de la force, mais il ne peut la prolonger que si le Parlement lui en donne l'autorisation. Deuxièmement, il y a une responsabilité toute particulière, éminente du président de la République, c'est lui qui peut engager la force de dissuasion, c'est-à-dire l'arme nucléaire. C'est d'ailleurs ce qui fait que la présidence de la République en France est investie d'une responsabilité immense, pouvoir décider de la vie ou de la mort par une arme de destruction massive. En fait, heureusement, cette arme nucléaire n'a jamais été utilisée par la France. Et la force de dissuasion, elle est là pour précisément, comme le nom l'indique, dissuader et ne pas être utilisée.
Néanmoins, il faut toujours bien réfléchir au moment du vote qui doit être celui du choix du président de la République ou de la présidente de la République, de s'imaginer que cette personnalité-là, cette femme ou cet homme-là, aura peut-être un jour à décider de l'usage ou au contraire du non-usage de l'arme nucléaire. Souvent dans les schémas un peu fantasmatiques, beaucoup imaginent que lorsqu'un président de la République qui vient d'être élu va à l'Élysée pour prendre la place de son prédécesseur, le président encore en place pour quelques minutes, lui transmet le code nucléaire. Tout ça est totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr un code nucléaire, mais ce n'est pas le président de la République qui en dispose et qui le garde de manière secrète ou distraite, ce serait plus grave, dans sa poche et le donne à son successeur. Ça n'existe pas. Il y a toute une procédure que je n'ai pas besoin ici de décrire, mais qui fait que, heureusement, il y a quand même quelques garanties qui nous protègent de je ne sais quelle décision irréfléchie. Ça, c'est l'info de la journée, ça. Alors, au niveau des OPEX, j'imagine que votre souvenir est sur l'opération au Mali. Oui, parce que je n'avais pas prévu, quand je me suis présenté devant les Français, de faire engager nos armées au Mali. Je n'ai pris cette décision qu'à la demande des autorités maliennes et des chefs d'État de la région. Et je l'ai fait non pas pour chercher je ne sais quel avantage, intérêt pour la France, je l'ai fait par solidarité à l'égard du peuple malien, qui lui-même, dans son histoire, avait donné à la France aussi un acte de solidarité à travers ce qu'on avait appelé les tirailleurs sénégalais pour la Première Guerre mondiale et même pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je considérais que c'était finalement notre devoir et c'était finalement de payer notre dette à l'égard de ce peuple qui nous avait aidés pendant la période où nous étions en très grand danger. Et là, il était en péril, le peuple malien, il l'est toujours, hélas. Et donc j'ai décidé de faire cette intervention et elle n'avait pas vocation à durer trop longtemps. Et hélas, elle a duré trop longtemps. Et vous regrettez l'issue aujourd'hui? Ce que je regrette d'abord, c'est qu'il y a eu des coups d'État au Mali, car il ne faut jamais se féliciter que ce que les Maliens avaient souhaité, c'est-à-dire des institutions stables, soient mises en cause. Deuxièmement, je regrette que les autorités maliennes n'aient pas souhaité que la France soit à leur côté plus longtemps. Et je regrette enfin que des groupes étrangers, notamment Wagner, se soient invités, ou plus exactement aient été appelés. Et je regrette enfin que les djihadistes progressent dans le nord du Mali, alors même qu'on les avait chassés. À l'international, vous l'évoquez tout à l'heure, le président de la République porte la voix de la France dans des sommets qui sont souvent marqués par de nombreuses négociations, souvent difficiles. Quel sommet gardez-vous à l'esprit aujourd'hui après votre quinquennat? Moi, le sommet dont je n'ai jamais oublié l'ampleur et le rôle et les conséquences, c'est l'accord de Paris pour le climat, où on a réuni en France donc tous les chefs d'État et de gouvernement, et qui ont pris des engagements. Les ont-ils tous respectés? Ça, c'est une autre affaire. Faut-il en prendre d'autres? Sûrement. Mais d'avoir réussi à la fin de l'année 2015 à réunir ces chefs d'État et de gouvernement et à les emmener vers une signature commune d'un acte aussi important, je pense que c'est ça la diplomatie et c'est ça le rôle de la France, c'est de faire des actes qui vont rester. Avec lequel de vos homologues internationaux avez-vous noué une relation, une complicité? C'est en Europe que les complicités ont été les plus faciles à établir. Pourquoi? Parce qu'on se voyait quasiment une fois par mois, quelquefois davantage, entre Mme Merkel et moi-même. Et même si on n'était pas forcément d'accord, nous n'avions pas les mêmes sensibilités politiques, il y a un moment où il y a des courants de sympathie qui passent. Il y avait aussi de bons rapports avec nos amis italiens, Enrico Letta, Matteo Renzi, espagnols. Mais voilà, c'est avec l'Allemagne et Mme Merkel que peut-être à cause des circonstances, parce qu'il y a eu non seulement la crise de la zone euro, la Grèce, puis après l'Ukraine, que nous avons su nouer des liens qui, je pense, ont été utiles à l'Europe tout entière. Comment s'est passé votre premier voyage en Russie, votre première rencontre avec Vladimir Poutine?
C'était au Kremlin, et Vladimir Poutine, où nous étions en 2013. À ce moment-là, il est encore dans une position où il ne sait pas très bien s'il va pouvoir prendre des initiatives ou pas. Il est embourbé dans le soutien qu'il apporte à Bachar el-Assad en Syrie, et il ne sait pas quelle va être notre réaction, nous, l'Europe, la France, les États-Unis, si le régime de Bachar el-Assad va plus loin dans la répression. Et quand il comprend, donc ça c'était en 2013, donc il était plutôt sur ses gardes, mais quand il comprend que les États-Unis ne vont pas intervenir alors que Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques, quand il comprend que l'Europe est divisée, eh ben, il va avancer. Et c'est ce qui nous conduit à la situation d'aujourd'hui. Le président de la République est également garant de l'unité nationale. Je pense que le plus grand moment d'unité, c'est les hommages après les attentats de 2015. Oui, lorsqu'un pays, le nôtre, est frappé en son cœur, c'est-à-dire une rédaction d'un journal décimée, un magasin hyper cachère également attaqué parce que fréquenté par des juifs, des policiers sont également assassinés, puis ensuite qu'il y a des lieux de spectacle, des terrasses, un stade qui sont également l'objet d'une attaque terroriste. Eh bien, le risque, c'est qu'il y ait une dislocation de la nation. C'est qu'il y ait des demandes de surenchère, de stigmatisation d'une population sous prétexte qu'elle est musulmane et que les auteurs des attentats utilisent l'islam et le dévoient. Donc, j'avais comme devoir de parler à la nation, de prendre les bonnes, je crois, décisions pour que nous restions ensemble. Et c'est ce qui s'est produit. Nous avons fait bloc. Et nous avons pu donc non seulement éradiquer les terroristes et leurs groupes qui étaient installés en Syrie et en Irak, mais nous avons surtout maintenu l'unité et évité les mouvements extrêmes qui étaient tentés de récupérer ce qui se produisait. Ce qui ne veut pas dire que quand on sort de cette période où l'essentiel a été sauvegardé, il n'y a pas des poisons qui continuent de circuler et certains groupes qui peuvent en avoir le bénéfice. Lorsque vous descendez les Champs-Élysées sur cette pluie battante, vous sentez que le mandat sera très pénible, j'imagine? Si c'est un symbole, oui, je me dis, je commence mon entrée à l'Élysée sous le soleil, je fais le début de la remontée des Champs-Élysées sous la pluie et je termine la cérémonie sous la grêle. Donc c'est vrai que c'était en soi une annonce de ce qui allait se produire, mais le soleil revient toujours après. Effectivement. Est-ce qu'un président de la République peut-il être normal? Il doit être à la fois à la hauteur de ce que la fonction lui demande d'engager, la gravité des décisions qu'il doit prendre, mais il doit être toujours proche, simple, accessible. Et c'est ça que je voulais démontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin lorsqu'on détient des pouvoirs aussi exorbitants, de prendre des positions qui peuvent être dans l'outrance ou dans l'excès, et aussi vaincre le risque qui a toujours été celui que tous les présidents ont dû à un moment affronter, c'est-à-dire l'isolement, c'est-à-dire être loin des citoyens, à part des citoyens. Et ça, je pense que c'est le problème de la démocratie. Nous devons avoir des dirigeants qui, bien sûr, dirigent et prennent leurs responsabilités, mais restent, autant qu'il est possible, des citoyens. Quel regard portez-vous sur la présidence d'Emmanuel Macron? Certains considèrent qu'il est méprisant. Peut-être lui-même, parce qu'il n'a pas eu le parcours de tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire d'avoir été élu local, chef de parti, d'avoir connu un certain nombre d'épreuves avant de devenir président. Sans doute, ça a généré dans le pays l'idée qu'il était loin, encore plus loin que les autres. Mais je ne crois pas qu'il veuille mépriser. C'est quelquefois l'idée d'être au-dessus qui donne parfois le sentiment d'être à l'écart et pas forcément dans la bonne connaissance de ce que les Français vivent. Le pays traverse-t-il une crise démocratique aujourd'hui?
Oui, il y a une crise démocratique, mais qui n'est pas une crise institutionnelle. Nos institutions, elles fonctionnent. Elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont respectées. Il n'y a pas un manquement à la lettre et même à l'esprit de nos institutions. Si on pense qu'elles ne sont pas satisfaisantes, il faudra les changer, mais il n'y a pas de crise. Le pays fonctionne. Il n'y a pas de manquement à la légalité. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel aurait été là pour rappeler l'exigence de conformité des lois à la Constitution et au-delà des lois, des pratiques. Mais ce qui se produit en France depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une décomposition de ce que la politique a été. C'est-à-dire, la démocratie, elle a besoin des partis. D'ailleurs, c'est prévu par la Constitution. Les partis concourent à l'expression du suffrage. Quand il n'y a plus de partis, ou des partis qui sont totalement évanescents, où il n'y a plus de militants, plus d'adhérents, plus de discussions, plus de délibérations, plus de forces organisées au plan national, il y a le risque, effectivement, que le pays ne soit pas encadré, représenté comme il convient, et que le débat politique n'arrive pas à s'organiser de manière claire et transparente pour les citoyens. Et comme le parti du président n'existe quasiment pas sur le plan électoral, oui, il existe puisqu'il a une majorité relative, mais il n'existe pas véritablement dans l'animation du pays, que le parti de droite traditionnel, les Républicains qui avaient succédé à l'UMP, le RPR, l'UDF, s'est également marginalisé, et que le Parti socialiste s'est effacé et s'est mis dans une alliance, ce qui est toujours souhaitable d'être dans une alliance, mais une alliance où il n'est plus l'élément moteur. Eh bien, on a l'impression d'une vie politique qui ne permet pas de faire d'abord des compromis, c'est le rôle quand même des partis politiques à un moment de les faire, de faire de l'opposition crédible, c'est aussi nécessaire. Il n'y a pas que le pouvoir qui est responsable de la crise démocratique, l'opposition peut en prendre sa part, et résultat, l'extrême droite s'est installée, s'est banalisée, s'est organisée, c'est presque le seul parti aujourd'hui structuré dans notre paysage politique. Donc mon message, il faut que les citoyens qui veulent une vie politique qui puisse être beaucoup plus animée, beaucoup plus passionnée sans doute, beaucoup plus fructueuse, eh bien s'engagent dans les partis politiques, et deuxièmement, qu'il y ait des offres en termes de programmes qui puissent être source d'espoir et pas simplement être dans le refus de l'extrême. Pour conclure, quel est votre meilleur souvenir à l'Élysée durant ces 5 ans, 2012 et 2017 ? Mon meilleur souvenir est hélas lié aux attentats. Ça ne peut pas être paradoxal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les attentats du mois de janvier 2015, la réaction du pays a été exceptionnelle. Et il n'y a pas eu que les Français qui ont été à un moment mobilisés dans une grande manifestation qui a eu lieu le 11 janvier, mais il y a eu tous les chefs d'État et de gouvernement du monde qui sont venus à Paris. Pourquoi ils sont venus à Paris alors que le terrorisme, et en particulier le terrorisme islamiste, frappe de nombreux pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Pourquoi ils sont venus à Paris spécifiquement ? Parce que nous sommes le pays des libertés, des droits de l'homme, de la culture, de la liberté d'expression. Et donc j'ai été très fier qu'il y ait autant de mes concitoyens qui soient dans la rue à Paris, dans toutes les villes de France, et que nous puissions avoir un défilé exceptionnel de chefs d'État et de gouvernement. Généralement, il y a des défilés contre les chefs d'État et de gouvernement, mais là, il y avait des défilés de chefs d'État et de gouvernement qui venaient témoigner de leur solidarité à l'égard de la France. J'étais fier d'être le président de la République française ce jour-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Pour aller plus loin, je vous recommande le livre du Président, Les leçons du pouvoir. Voilà, et à très bientôt. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?